218 avant notre ère. Hannibal Barca vient d'accomplir l'impossible. Avec ses 40 000 soldats, ses cavaliers numides et ses éléphants de guerre, il a franchi les Alpes en plein hiver. Les Romains n'y croient pas. Personne n'avait osé une telle folie avant lui. Pourtant, le général carthaginois est là, en Italie, sur le sol même de ses ennemis jurés. 2 ans plus tôt, à Carthage, le jeune commandant de 27 ans avait déclenché la deuxième guerre punique en assiégeant Sagonte, une ville alliée de Rome en Espagne. Les Romains avaient exigé qu'on leur livre Hannibal. Carthage avait refusé. La guerre était déclarée. Rome pensait affronter Hannibal en Espagne ou en Afrique. Jamais elle n'imaginait le voir débarquer directement chez elle par les montagnes. Cette audace lui a coûté cher. À la Trébie, en décembre 218, Hannibal a écrasé les légions du consul Publius Cornelius Scipion. Environ 20 000 Romains sont tombés dans cette bataille, piégés par une tactique que personne n'avait vue venir. Le général carthaginois n'a pas de machine de siège pour attaquer Rome. Son plan est différent. Détacher les alliés de Rome, affaiblir la République de l'intérieur. À chaque victoire, il libère les prisonniers italiens en leur disant qu'il n'est pas venu faire la guerre aux Italiens, mais les libérer du joug romain. Cette propagande fonctionne. Des tribus gauloises le rejoignent. Son armée grossit. Pour l'année 217, Rome élit 2 nouveaux consuls, Gnaeus Servilius Geminus et Gaius Flaminius. Ce dernier est un homme politique populaire, élu contre l'avis des patriciens. Il a déjà remporté des victoires contre les Gaulois en 223. Il est connu pour son courage, mais aussi pour son impulsivité. Les aristocrates romains le méprisent, le considèrent comme un parvenu. Flaminius a quelque chose à prouver. Hannibal, lui, n'a rien à prouver. Il a déjà démontré son génie tactique. Mais la bataille du lac Trasimène va révéler une autre facette de son talent. Sa capacité à préparer une embuscade parfaite, à exploiter le terrain comme personne avant lui, à jouer avec les nerfs et l'orgueil de ses adversaires. Hannibal Barca n'est pas un général ordinaire. À 29 ans, il possède une compréhension de la guerre que d'autres mettent toute une vie à acquérir. Son père, Hamilcar Barca, était l'un des meilleurs stratèges carthaginois de la première guerre punique. Dès l'âge de 9 ans, Hannibal l'a accompagné en Espagne. La légende raconte qu'avant de partir, Hamilcar a fait jurer à son fils une haine éternelle envers Rome. Vrai ou non, ce serment a façonné toute l'existence d'Hannibal. Ce qui rend Hannibal exceptionnel, c'est sa méthode. Chaque bataille est minutieusement préparée. Il étudie le terrain pendant des jours, parfois des semaines. Il connaît les faiblesses de ses adversaires, leurs habitudes, leur caractère. Comment? Grâce à un réseau d'espions impressionnant. Des informateurs carthaginois se trouvent partout en Italie, même à Rome, infiltrés jusqu'au Sénat. Certains historiens rapportent qu'Hannibal se déguisait lui-même, portait des perruques pour explorer incognito les territoires ennemis. Il ne laisse rien au hasard. Contrairement aux généraux romains qui privilégient la force brute et la bataille frontale, Hannibal préfère la ruse, la surprise, l'intelligence du terrain. Ses victoires sont des œuvres d'art tactiques. À la Trébie, il a attiré l'armée romaine dans une rivière glacée au petit matin, puis l'a prise en tenaille avec sa cavalerie cachée. Les Romains ont combattu frigorifiés, désorganisés, incapables de répondre efficacement. Mais ce qui inquiète le plus Rome, c'est sa capacité à maintenir la cohésion d'une armée composite. Ses troupes viennent de partout, Carthaginois d'Afrique du Nord, Ibères d'Espagne, Gaulois du nord de l'Italie, cavaliers numides, des langues différentes, des cultures différentes, des motivations différentes. Pourtant, ils se battent comme un seul homme. Hannibal mène par l'exemple. Il mange avec ses soldats, dort avec eux, partage leurs privations. Lors de la traversée des Alpes, il a perdu près de la moitié de son armée. Il aurait pu abandonner. Il a continué. Au printemps 217, après Trébie, Hannibal progresse vers le sud. Il traverse l'Étrurie, la région correspondant à l'actuelle Toscane. Les Romains le suivent à distance. Flaminius, basé à Arretium, aujourd'hui Arezzo, refuse d'attendre les renforts de son collègue Servilius. Il veut la gloire pour lui seul. Il veut effacer l'humiliation de la Trébie. Hannibal le sait. Ses espions l'ont renseigné sur le caractère bouillant de Flaminius. Le consul romain est prévisible, orgueilleux, impulsif, désireux d'en découdre rapidement.
C'est exactement ce qu'Hannibal attendait. Le général carthaginois commence à ravager la campagne étrusque sous les yeux de Flaminius. Il brûle des villages, pille des fermes, saccage tout sur son passage. C'est une provocation calculée. Chaque fumée qui s'élève, chaque réfugié qui fuit, chaque nouvelle de destruction est un coup porté à l'orgueil du consul. Flaminius bout de rage. Ses officiers le supplient d'attendre Servilius. Il refuse. Pour lui, chaque jour qui passe est une humiliation supplémentaire. Hannibal se dirige vers le lac Trasimène. Pas au hasard. Il a étudié la région en détail. Il a envoyé des éclaireurs examiner chaque colline, chaque vallée, chaque passage. Il sait exactement où il va. Il sait ce qu'il cherche. Le terrain parfait pour une embuscade. Le lac Trasimène s'étend sur 128 km² en Étrurie. Ses rives nord sont particulièrement intéressantes d'un point de vue stratégique. Un défilé étroit longe le lac sur plusieurs kilomètres. À l'ouest, on y accède par un passage resserré. Le lac borde la route au sud. Au nord, des collines boisées dominent le tout. C'est un piège naturel. Il suffit d'y faire entrer quelqu'un pour l'enfermer. Hannibal arrive sur les lieux autour du 20 juin 217. Il étudie le terrain pendant 2 jours. Il visualise déjà la bataille. Il voit l'armée romaine s'engager dans le défilé, coincée entre le lac et les collines. Il voit ses troupes fondre sur eux depuis les hauteurs. C'est parfait. Le 21 juin au matin, il met son plan en action. Il dispose ses 40 000 hommes selon un dispositif précis, répartis en 4 corps. Chaque unité a un rôle spécifique, une mission claire. Rien n'est laissé au hasard. À l'entrée ouest du défilé, là où les Romains vont pénétrer, Hannibal place sa cavalerie gauloise et légère. Leur mission, laisser passer l'armée romaine, puis refermer le piège derrière elle. Ils doivent bloquer toute retraite, empêcher quiconque de s'échapper. Plus loin, sur les hauteurs qui dominent la rive nord, il échelonne ses troupes gauloises, puis ses frondeurs baléares et ses soldats carthaginois. Ces hommes sont dissimulés dans les forêts qui couvrent les collines. Les Romains ne peuvent pas les voir depuis le chemin. Ils attendront le signal pour déferler sur les flancs de l'armée ennemie. À l'extrémité et du défilé, près du village de Borghetto, Hannibal installe ses meilleures troupes, les fantassins ibères et les légions africaines. C'est le corps d'arrêt, celui qui va bloquer l'avant-garde romaine et l'empêcher de percer. Une fois tout le monde en position, Hannibal fait établir un camp visible sur les collines au-delà de Borghetto. Mais ce camp est un leurre. Il fait allumer des milliers de feux sur les hauteurs lointaines. Vu de loin, cette multitude de flammes donne l'impression que l'armée carthaginoise a déjà largement dépassé le défilé et poursuit sa route vers le sud. Les Romains penseront que la voie est libre. Dans la nuit du 23 au 24 juin, Flaminius arrive avec ses 40 000 hommes aux abords du défilé. Il établit son camp pour la nuit à l'entrée ouest. Ses éclaireurs lui rapportent ce qu'ils voient. Les feux carthaginois brillent au loin, bien au-delà du lac. Hannibal semble avoir pris de l'avance. Le consul veut le rattraper avant qu'il n'échappe complètement. Certains officiers romains expriment des doutes. Le défilé est étroit, peu propice à manœuvrer. Ne devrait-il pas attendre Servilius et ses légions? Flaminius balaie ces objections. Pour lui, chaque heure perdue permet à Hannibal de s'éloigner davantage. Il veut l'affronter maintenant, seul, pour s'attribuer toute la gloire de la victoire. Ce que Flaminius ignore, c'est que 40 000 Carthaginois sont tapis dans les bois, silencieux comme des ombres, attendant l'aube. Ils ont reçu l'ordre de ne faire aucun bruit, de ne pas allumer de feu, de ne pas bouger. La discipline est parfaite. Pas un hennissement de cheval, pas un cliquetis d'armes. Hannibal lui-même surveille ses positions toute la nuit. Il sait que dans quelques heures, tout va se jouer. Au petit matin du 24 juin, un épais brouillard se lève du lac. C'est un phénomène fréquent en cette saison. La brume recouvre la vallée, réduisant la visibilité à quelques mètres. Hannibal sourit. Les dieux eux-mêmes semblent favoriser son embuscade. Ce brouillard va empêcher les Romains de voir quoi que ce soit, de comprendre ce qui leur arrive. Flaminius donne l'ordre de lever le camp et de se mettre en marche. Les Romains s'engagent dans le défilé en formation de route. L'avant-garde devant, environ 6 000 hommes commandés par les meilleurs officiers, puis le gros de l'armée avec les chariots de ravitaillement au centre,
enfin l'arrière-garde. C'est une formation typique pour une marche, pas pour un combat. Les soldats sont en colonne, pas en ligne de bataille. Ils ne s'attendent à rien. Le brouillard est si dense que les hommes distinguent à peine leurs camarades. Les tribuns militaires et les centurions avancent en tête avec Flaminius, cherchant à repérer la route dans la brume. Les soldats suivent aveuglément. Depuis les hauteurs, Hannibal observe. Il attend que toute l'armée romaine soit bien engagée dans le défilé. Il veut que le maximum d'hommes soient pris au piège avant de donner le signal. Il voit les silhouettes fantomatiques des légionnaires progresser lentement dans le brouillard. Il compte les enseignes, estime les effectifs. Presque toute l'armée est à l'intérieur maintenant. L'avant-garde romaine atteint l'extrémité est du défilé. Les officiers aperçoivent soudain des formes devant eux, des soldats, des milliers de soldats, les Ibères et les Africains d'Hannibal. Avant qu'ils puissent réagir, les Carthaginois chargent. Au même instant, Hannibal donne le signal. Sur toute la longueur des collines, 30 000 hommes surgissent des bois en hurlant. Ils dévalent les pentes en un torrent humain, armes brandies, cris de guerre résonnant dans le brouillard. Les Romains ne comprennent pas ce qui se passe. Le brouillard les aveugle. Les cris viennent de partout à la fois. Des ombres surgissent des hauteurs, fondent sur eux avec une violence inouïe. C'est le chaos absolu. L'avant-garde, séparée du reste de l'armée, tente de résister aux Ibères et aux Africains qui les assaillent. Ces soldats carthaginois sont des vétérans, des guerriers endurcis qui ont survécu aux Alpes et à la Trébie. Ils ne font pas de quartier. Leur charge brise la cohésion romaine en quelques minutes. Au centre, le gros de l'armée romaine est complètement désorganisé. Les soldats n'ont pas le temps de se mettre en formation de combat. Ils sont en colonne de marche, vulnérables. Avant qu'ils puissent former leur ligne, les Gaulois, les Baléares et les Carthaginois sont sur eux. Les frondeurs baléares lancent leurs projectiles avec une précision mortelle. Ces hommes s'entraînent depuis l'enfance à manier la fronde. À 50 mètres, ils peuvent briser un crâne avec une pierre. Dans le brouillard, les pierres arrivent de nulle part, invisibles morts qui s'abattent sans prévenir. Les Romains tombent par dizaines, la tête éclatée, avant même de voir leurs assaillants. Puis viennent les fantassins. Les Gaulois se battent avec une fureur sauvage. Ces guerriers haïssent Rome qui a conquis leur terre, massacré leur peuple. Ils se vengent maintenant. Leurs longues épées fendent les armures, décapitent, démembrent. Ils n'ont aucune pitié. Les Romains essaient désespérément de se regrouper. Les centurions crient des ordres, tentent de rassembler leurs hommes. Mais comment former une ligne de bataille quand on ne voit rien, quand l'ennemi attaque de tous les côtés à la fois, quand les repères disparaissent dans la brume? Certains légionnaires se retrouvent isolés, coupés de leur unité. Ils se battent en petits groupes, dos à dos, entourés d'ennemis. D'autres paniquent, lâchent leurs armes, tentent de fuir. Mais fuir où? Le lac est à leur droite, les collines à leur gauche d'où continuent à déferler les Carthaginois. Le défilé derrière eux est déjà bloqué par la cavalerie gauloise. Flaminius comprend qu'il est tombé dans un piège. L'humiliation le submerge. Lui, le consul de Rome, s'est fait avoir comme un bleu. Toutes les mises en garde de ses officiers lui reviennent en mémoire. Il aurait dû écouter. Il aurait dû attendre Servilius. Trop tard maintenant. Le consul tente de rallier ses troupes. Il crie, exhorte ses hommes à tenir, à se battre. Autour de lui, ses gardes personnels forment un cercle protecteur. Mais les Carthaginois ont repéré l'emplacement du commandant romain. Un groupe de cavaliers gaulois se fraye un chemin vers lui. Parmi eux se trouve Ducarios, un noble gaulois. 2 ans plus tôt, Flaminius a vaincu son peuple sur les rives du fleuve Clusius, en Gaule cisalpine. Les Gaulois ont perdu des milliers d'hommes. Ducarios n'a pas oublié. Il charge droit sur le consul. Les gardes romains essaient de l'arrêter. Ducarios les écarte. Il arrive face à Flaminius. Leurs regards se croisent. Le Gaulois lève sa lance et la plonge dans la gorge du consul. Flaminius s'effondre, mort avant de toucher le sol. La mort du commandant est un coup terrible pour les Romains. Les soldats qui le voient tomber perdent tout espoir. La nouvelle se répand dans la brume. Le consul est mort. Nous n'avons plus de chef. C'est la débâcle. Sans coordination, sans commandement, les légions se désintègrent. Chaque unité combat isolément.
cherchant désespérément une issue. Certains se battent avec un courage admirable, refusant de se rendre malgré la situation désespérée. D'autres, pris de panique, tentent l'impossible. Des centaines de Romains, acculés au bord du lac, choisissent de sauter dans l'eau. Ils espèrent peut-être nager jusqu'à une rive plus sûre, échapper au massacre. Mais ils portent leur armure, leurs armes, leur équipement. Tout ce poids les entraîne par le fond. Beaucoup se noient immédiatement. Ceux qui restent à la surface deviennent des cibles faciles pour les archers carthaginois. Les eaux du lac Trasimène se teintent de rouge. D'autres tentent de grimper les pentes des collines, de fuir par les hauteurs. Les Carthaginois les poursuivent, les rattrapent, les tuent. Pas de quartier, pas de pitié. C'est une chasse à l'homme. Le combat dure environ 3 heures. 3 heures d'horreur absolue. 3 heures pendant lesquelles une armée entière se fait massacrer, impuissante. Le brouillard finit par se lever, révélant l'ampleur du désastre. Des corps partout. Des milliers de cadavres jonchent le sol sur plusieurs kilomètres. L'eau du lac charrie des dizaines de noyés. Le sang recouvre les pierres, les herbes, les arbres. Seule l'avant-garde, les 6000 hommes qui combattaient à l'extrémité et du défilé, parvient à percer les lignes carthaginoises. Ces soldats d'élite, comprenant que tout est perdu, chargent avec l'énergie du désespoir. Ils enfoncent les Ibères et les Africains, ouvrent une brèche, s'y engouffrent, ils courent sans s'arrêter, abandonnant leurs camarades, ne pensant qu'à survivre. Ils atteignent un village d'Étrurie et s'y réfugient, épuisés, traumatisés. Mais leur répit est de courte durée. Maharbal, le brillant général de cavalerie d'Hannibal, est déjà lancé à leur poursuite avec ses Numides. Ces cavaliers sont les meilleurs du monde méditerranéen. Rapides, endurants, ils peuvent chevaucher des jours entiers. Ils rattrapent les Romains dans la nuit. Encerclés, sans échappatoire, les 6000 survivants de l'avant-garde déposent les armes. Ils se rendent. Ils préfèrent la captivité à une mort certaine. Quand le soleil se couche sur le lac Trasimène le 24 juin 217, l'armée romaine de Flaminius n'existe plus. Sur 40 000 hommes, environ 15 000 sont morts sur le champ de bataille ou noyés dans le lac. 15 000 autres sont prisonniers. Seule une poignée a réussi à s'échapper dans la confusion. C'est l'une des pires défaites de l'histoire de Rome. Une armée consulaire complète, anéantie en 3 heures. Un consul mort au combat. 2 légions détruites. Les pertes carthaginoises? Entre 1500 et 2500 hommes selon les sources. Un ratio de 1 contre 10. Mais le désastre ne s'arrête pas là. Servilius, le second consul, a envoyé des renforts dès qu'il a appris que Flaminius poursuivait Hannibal. Une colonne de 4000 cavaliers marche à marche forcée pour rejoindre leurs collègues. Ils ne savent pas encore ce qui s'est passé au lac Trasimène. Maharbal, toujours en pointe avec sa cavalerie, intercepte cette colonne dans les marais de Plestia, à environ 70 km du lac. Les Romains, surpris, n'ont aucune chance. Dès le premier choc, ils perdent la moitié de leurs effectifs. Les survivants tentent de se réfugier sur des hauteurs. Maharbal les encercle. Le lendemain, ils se rendent. 2000 cavaliers romains supplémentaires tombent aux mains d'Hannibal. Le bilan final est effroyable pour Rome, 15 000 tués, 17 000 prisonniers, un consul mort. En 2 jours, Rome a perdu l'équivalent de 4 légions. C'est plus que lors de n'importe quelle autre bataille jusqu'alors. La nouvelle arrive à Rome dans l'après-midi du 25 juin. Le préteur Marcus Pomponius Mato convoque une assemblée sur le forum. La foule se presse, anxieuse. Des rumeurs circulent déjà. Le préteur monte à la tribune. Il prononce 6 mots qui glacent le sang de tous les présents. « Nous avons été vaincus en grande bataille !» C'est la panique. Les gens se précipitent dans les rues, se bousculent pour rentrer chez eux, protéger leur famille. Certains pleurent leurs fils, leurs frères, leurs pères qu'ils savent perdus. D'autres crient, réclament des explications, exigent de savoir comment une telle catastrophe a pu arriver. Les autorités tentent d'abord de minimiser. Elles ne donnent aucun détail sur l'ampleur de la défaite. Mais les informations filtrent. Des survivants arrivent, racontent l'horreur de l'embuscade. On apprend que Flaminius est mort, que toute son armée est détruite. Les Romains réalisent, la route vers Rome est ouverte. Hannibal peut marcher sur la capitale. La peur se transforme en terreur.
Pendant des jours, Rome vit dans l'angoisse. Les femmes vont chaque jour aux portes de la ville, guettant l'arrivée des Carthaginois. Les hommes s'arment, organisent la défense. Le Sénat se réunit en session d'urgence. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, Rome nomme un dictateur. C'est une procédure exceptionnelle, réservée aux moments de crise extrême. Le dictateur reçoit tous les pouvoirs pour 6 mois. Il peut faire ce qu'il veut, sans avoir à rendre de compte. Le choix se porte sur Quintus Fabius Maximus, un aristocrate respecté, un militaire expérimenté. Il nomme Marcus Minucius Rufus comme maître de cavalerie. Fabius comprend qu'affronter Hannibal en bataille rangée est suicidaire. Le Carthaginois les a battus 2 fois. Il va les battre encore s'ils lui offrent une 3e bataille frontale. Le dictateur décide d'une stratégie radicalement différente. Éviter tout engagement direct. Il va harceler Hannibal, couper ses lignes de ravitaillement, attaquer ses fourrageurs, mais jamais livrer bataille. C'est la stratégie de l'usure. Elle lui vaudra le surnom de Cunctator, le temporisateur. Cette stratégie sauve Rome à court terme. Hannibal, effectivement, ne marche pas sur la capitale. Pourquoi? Les historiens débattent encore. Certains disent que ses troupes sont trop fatiguées, qu'il manque de machines de siège pour prendre les murailles de Rome. D'autres pensent qu'il espère rallier plus d'alliés italiens avant de frapper le coup final. Peut-être aussi attend-il des renforts de Carthage qui ne viendront jamais. Quoi qu'il en soit, Hannibal se dirige vers le sud, ravageant la campagne, essayant de détacher les cités italiennes de l'alliance romaine. Sa déclaration après Trasimène résume sa stratégie. « Je ne suis pas venu me battre contre les Italiens, mais au nom des Italiens contre Rome. » La bataille du lac Trasimène n'est pas simplement une victoire militaire. C'est un chef-d'œuvre tactique étudié encore aujourd'hui dans les académies militaires du monde entier. Elle illustre à la perfection les principes d'une embuscade réussie. Premier principe, la connaissance du terrain. Hannibal n'a pas choisi le lac Trasimène au hasard. Il a étudié la région, identifié le piège naturel que constitue le défilé. Il a visualisé la bataille avant qu'elle n'ait lieu. Beaucoup de généraux se battent sur le terrain que l'ennemi leur impose. Hannibal, lui, choisit toujours son champ de bataille. C'est l'adversaire qui vient à lui, sur un terrain qu'il a préparé. Deuxième principe, la connaissance de l'ennemi. Hannibal sait tout de Flaminius. Il connaît son caractère impulsif, son orgueil, son désir de gloire personnelle. Il sait que le consul va mordre à l'hameçon. Il provoque, ravage la campagne, fait semblant de fuir. Flaminius réagit exactement comme prévu. Connaître son adversaire permet de le manipuler, de le faire agir selon ses propres plans. Troisième principe, la surprise. Malgré toute sa préparation, l'embuscade ne fonctionne que si l'ennemi ne s'y attend pas. Hannibal dissimule ses troupes dans les bois. Il allume des feux loin derrière pour créer l'illusion qu'il a déjà dépassé la zone. Les Romains pénètrent dans le défilé sans méfiance. Quand l'attaque survient, ils sont complètement pris au dépourvu. Quatrième principe, la coordination. Une embuscade implique plusieurs corps qui doivent agir ensemble au bon moment. Si un seul groupe attaque trop tôt ou trop tard, tout le plan s'effondre. À Trasimène, Hannibal attend que toute l'armée romaine soit engagée dans le défilé avant de donner le signal. Puis, simultanément, sur toute la longueur des collines, ses troupes chargent. Les Romains sont frappés de partout à la fois. Ils ne peuvent pas répondre, ne savent tout se concentrer. Cinquième principe, l'exploitation. Une embuscade réussie ne se contente pas de détruire l'ennemi sur place. Elle exploite la victoire jusqu'au bout. Maharbal poursuit les survivants, les capture ou les détruit. Il intercepte les renforts de Servilius. Aucun Romain ne doit s'échapper pour raconter ce qui s'est passé. Aucune force de secours ne doit arriver. Tous ces principes, Hannibal les applique à la perfection au lac Trasimène. C'est le résultat de son génie tactique, mais aussi de sa préparation méticuleuse. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte. Le brouillard lui-même, souvent présenté comme un coup de chance, n'en est peut-être pas un. Hannibal connaît la région. Il sait que des brumes matinales se lèvent fréquemment du lac à cette saison. Il a peut-être intégré cette probabilité dans ses calculs. Et si le brouillard n'était pas venu? Il aurait adapté son plan, car un grand stratège ne dépend jamais d'un seul facteur. Cette capacité d'adaptation distingue Hannibal de beaucoup d'autres généraux. Il a des plans, mais il sait les modifier selon les circonstances.
À la Trébie, il a exploité le froid et une rivière. Au Trasimène, il utilise un défilé et le brouillard. À Cannes, 1 an plus tard, ce sera la double enveloppe. Chaque bataille est différente. Chaque victoire naît d'une lecture unique du terrain, de l'ennemi, du moment. Les Romains, malgré leur courage et leur discipline, ne peuvent pas rivaliser avec ce niveau de sophistication tactique. Leur approche de la guerre est plus directe, plus frontale. Ils alignent leurs légions face à face contre l'ennemi et comptent sur leur organisation supérieure pour l'emporter. Ça marche contre la plupart des adversaires, mais pas contre Hannibal. Le Carthaginois ne joue pas selon les règles habituelles. Il ne cherche pas la bataille d'infanterie classique où la discipline romaine ferait la différence. Il crée des situations où cette discipline ne sert à rien. Au Trasimène, les légions n'ont même pas eu l'occasion de former leur rang. Elles ont été massacrées avant de pouvoir se déployer. Après Trasimène, la deuxième guerre punique entre dans une nouvelle phase. Rome ne peut plus se permettre d'affronter Hannibal en bataille rangée. Fabius l'a compris. Sa stratégie de temporisation va durer des mois. Hannibal, de son côté, progresse vers le sud. Il ravage l'Apulie, la Campanie, espérant que les grandes cités italiennes vont se rebeller contre Rome. Certaines le font. Capoue, la deuxième ville d'Italie, rejoint Carthage après la bataille de Cannes en 216. D'autres restent fidèles à Rome, malgré les victoires carthaginoises. Car c'est là le paradoxe de la campagne d'Hannibal en Italie. Il remporte bataille après bataille. Trébie, Trasimène, Cannes. Des victoires écrasantes. Il détruit 3 armées romaines en 2 ans. Mais il ne gagne pas la guerre. Rome refuse de négocier. Même après Cannes, la pire défaite de son histoire avec 70 000 morts, le Sénat refuse de traiter avec Hannibal. Les Romains ont une ressource que Carthage n'a pas, une réserve humaine quasi inépuisable. Ils lèvent de nouvelles légions, encore et encore. Hannibal détruit une armée, ils en reconstruisent 2. Surtout, Rome possède quelque chose d'unique, la loyauté de la plupart de ses alliés italiens. Malgré les défaites, malgré les ravages, la majorité des cités restent fidèles. Pourquoi? Parce que Rome, contrairement à beaucoup d'empires antiques, traite relativement bien ses alliés. Elle leur accorde des droits, les intègre dans son système. Hannibal espérait que ses alliés se révolteraient. Beaucoup ne le font pas. Carthage, elle, n'envoie pas les renforts qu'Hannibal demande. Le Sénat carthaginois se méfie d'Hannibal et de sa famille, les Barcides. Ils craignent que le général ne devienne trop puissant. Alors ils le laissent se débrouiller en Italie, avec ses seules forces. C'est une erreur stratégique majeure. Hannibal va rester en Italie pendant 15 ans. 15 ans sans jamais être vaincu en bataille. 15 ans à tenir tête à Rome sur son propre territoire. C'est un exploit militaire inouï. Mais au final, ce n'est pas suffisant. En 203, rappelé à Carthage pour défendre la ville menacée par Scipion l'Africain, Hannibal va finalement connaître la défaite. À Zama, en 202, Scipion le bat en utilisant précisément les tactiques qu'Hannibal lui-même a développées. L'élève a dépassé le maître. Ou plutôt, Rome a appris, car c'est peut-être là la véritable leçon de Trasimène et des autres victoires d'Hannibal. Rome apprend de ses défaites. Elle analyse, s'adapte, évolue. Après Trasimène, elle comprend qu'elle ne peut pas affronter Hannibal frontalement. Elle change de stratégie. Après Cannes, elle réforme son armée, incorpore des éléments tactiques carthaginois. Quand Scipion affronte Hannibal à Zama, il utilise la cavalerie numide qui servait auparavant les Carthaginois. Rome perd les batailles, mais gagne la guerre parce qu'elle refuse d'abandonner et qu'elle sait tirer les leçons de ses échecs. Hannibal gagne les batailles, mais perd la guerre parce qu'il n'a pas le soutien de sa patrie et qu'il ne peut pas transformer ses victoires tactiques en succès stratégiques. Trasimène reste néanmoins un modèle du genre. Une embuscade parfaite, exécutée avec un brio absolu. Les généraux à travers l'histoire s'en sont inspirés. En 2008, en Afghanistan, une embuscade talibane dans la vallée d'Uzbin a tué 10 soldats français. Les chefs talibans avaient probablement étudié les grandes embuscades de l'histoire, dont celle du lac Trasimène. Les principes restent les mêmes. Connaître le terrain, connaître l'ennemi, surprendre, coordonner, exploiter. Ce qu'Hannibal a fait il y a plus de 2200 ans reste d'actualité aujourd'hui. Au-delà de la bataille elle-même, Trasimène révèle quelque chose d'essentiel sur Hannibal Barca.
Cet homme n'est pas seulement un brillant tacticien, c'est un psychologue, un manipulateur, quelqu'un qui comprend profondément la nature humaine. Il sait que Flaminius est orgueilleux. Alors il blesse cet orgueil en ravageant la campagne sous ses yeux. Il sait que le consul veut la gloire pour lui seul. Alors il l'attire loin de Servilius, l'isole. Il sait que les Romains sont prévisibles dans leur courage. Alors il exploite ce courage, le transforme en témérité. Cette dimension psychologique de la guerre, Hannibal la maîtrise comme personne. Il ne se contente pas de combattre des armées. Il combat des hommes, avec leurs faiblesses, leurs peurs, leurs ambitions. Il les étudie, les comprend, les manipule. Son réseau d'espionnage n'est pas seulement un outil tactique, c'est le reflet de sa compréhension profonde de l'importance de l'information. Avant les satellites, les drones, les écoutes électroniques, Hannibal a compris qu'une guerre se gagne aussi par le renseignement. Savoir où est l'ennemi, ce qu'il pense, ce qu'il va faire. Cette connaissance vaut des milliers de soldats. Sa propagande aussi est calculée. Quand il libère les prisonniers italiens en leur disant qu'il vient les libérer de Rome, ce n'est pas de la générosité, c'est de la stratégie. Ces prisonniers retournent dans leur cité, racontent comment les Carthaginois les ont bien traités. Ils deviennent des ambassadeurs involontaires, sapant la loyauté envers Rome. Hannibal comprend que la guerre n'est pas seulement militaire, elle est politique, psychologique, économique. Il mène une guerre totale avant que le concept n'existe. Il cherche à détruire la cohésion politique de Rome, pas seulement ses armées. Sa capacité à maintenir la cohésion de sa propre armée composite est remarquable. Ses soldats viennent de cultures radicalement différentes. Les Carthaginois, civilisés et sophistiqués, n'ont rien en commun avec les guerriers gaulois sauvages. Les cavaliers numides du désert ne parlent pas la même langue que les frondeurs baléares des îles. Pourtant, tous se battent ensemble, parfaitement coordonnés. Comment fait-il ? D'abord, il mène par l'exemple. Il ne demande rien à ses hommes qu'il ne fasse lui-même. Il partage leurs privations, leurs dangers. Lors de la traversée des Alpes, il a perdu un œil à cause du froid et de la maladie. Il aurait pu renoncer. Il a continué. Ensuite, il les unit par la victoire. Chaque bataille gagnée renforce leur confiance, leur loyauté. Ils voient que sous son commandement, ils sont invincibles. Pourquoi déserteraient-ils ? Pourquoi se rebelleraient-ils ? Ils sont du côté des gagnants. Enfin, il exploite leurs motivations individuelles. Les Gaulois combattent pour se venger de Rome, les Numides pour le butin, les Carthaginois pour la gloire de leur cité, les Ibères par loyauté envers lui personnellement. Hannibal n'essaie pas de leur donner une motivation commune. Il travaille avec ce qu'ils apportent, canalise leurs énergies diverses vers un objectif unique. Cette intelligence émotionnelle et sociale fait d'Hannibal bien plus qu'un simple général. C'est un leader complet. Napoléon Bonaparte, 2000 ans plus tard, dira qu'Hannibal est le plus grand général de tous les temps. Venant de Napoléon, ce n'est pas un mince compliment. Aujourd'hui, si vous visitez les rives du lac Trasimène en Italie, vous pouvez encore voir le terrain de la bataille. Un centre de documentation à Tuoro sul Trasimeno raconte l'histoire de l'embuscade. Des panneaux expliquent les positions des différentes unités. On peut marcher le long du défilé, monter sur les collines d'où les Carthaginois ont déferlé. Le lac lui-même n'a pas beaucoup changé. Ses eaux calmes ne portent plus trace du sang versé il y a 2241 ans. Mais le lieu conserve une atmosphère particulière. Peut-être est-ce l'imagination, mais on sent qu'ici s'est joué quelque chose d'important. Car Trasimène n'est pas qu'une bataille parmi d'autres. C'est un moment où l'histoire aurait pu basculer. Si Hannibal avait marché sur Rome après cette victoire, aurait-il pris la ville ? Aurait-il mis fin à la République romaine ? L'histoire du monde aurait été différente. Pas d'empire romain. Pas de romanisation de l'Europe. Pas de latin comme base des langues romanes. Le christianisme ne se serait peut-être pas répandu comme il l'a fait. Toute la civilisation occidentale aurait pu prendre un autre chemin. Bien sûr, ce sont des spéculations. Hannibal n'a pas marché sur Rome. L'histoire s'est déroulée comme nous la connaissons. Mais Trasimène représente un de ces moments où tout était possible, où quelques décisions différentes auraient changé le cours des siècles. Pour Rome, cette bataille est un traumatisme fondateur.
Elle entre dans la mythologie de la République au même titre que l'incendie par les Gaulois en 390 ou la défaite de Cannes. Ces catastrophes forgent l'identité romaine. Elles créent ce récit de résilience. Rome encaisse les coups les plus durs mais se relève toujours, plus forte qu'avant. Pour Hannibal, Trasimène est l'apogée de son art tactique. Jamais il ne créera une embuscade plus parfaite. Cannes, 1 an plus tard, sera plus sanglante, plus glorieuse. Mais Trasimène reste le modèle absolu de l'embuscade à grande échelle. Tout fonctionne exactement comme prévu. C'est la manifestation pure de son génie. Dans l'histoire militaire, Trasimène devient un cas d'école. Les académies militaires l'étudient pour enseigner l'importance du terrain, de la surprise, de la coordination. Les manuels tactiques l'analysent. Les généraux s'en inspirent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'opération Hannibal, une des plus grandes évacuations maritimes de l'histoire, prend son nom du général carthaginois. Le nom évoque l'audace, l'ingéniosité, la capacité à réussir l'impossible. Aujourd'hui encore, quand on parle d'embuscade, Trasimène vient naturellement à l'esprit. Avec la forêt de Teutobourg, où les Germains ont massacré 3 légions romaines en l'an 9, ou l'embuscade de la colonne Vaux-Nguyen-Giap contre les Français en Indochine, Trasimène représente l'archétype de la tactique d'embuscade réussie. Que nous apprend Trasimène aujourd'hui, 2 millénaires plus tard? Plusieurs leçons restent de valables, au-delà du contexte militaire. La préparation est essentielle. Hannibal ne laisse rien au hasard. Il étudie, planifie, anticipe. Dans n'importe quel domaine, cette rigueur fait la différence entre le succès et l'échec. Les victoires qui semblent faciles sont souvent le résultat d'une préparation invisible mais intensive. Connaître son adversaire est crucial. Hannibal comprend Flaminius mieux que Flaminius ne se comprend lui-même. Dans les affaires, en politique, dans la vie, comprendre les motivations, les faiblesses, les schémas de pensée de ceux qu'on affronte donne un avantage décisif. L'adaptation compte plus que la force brute. Rome est plus forte militairement que Carthage. Elle a plus d'hommes, plus de ressources. Mais Hannibal, par son intelligence tactique, compense l'infériorité numérique. Ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais celui qui s'adapte le mieux. L'orgueil est dangereux. Flaminius refuse les conseils de prudence. Il veut la gloire. Cet orgueil le tue, lui et son armée. L'humilité, la capacité à écouter, à reconnaître ses limites, est une force, pas une faiblesse. La cohésion d'équipe est primordiale. L'armée composite d'Hannibal fonctionne parce qu'il la soude autour d'objectifs clairs et de victoires partagées. Dans n'importe quelle organisation, la cohésion détermine souvent le résultat plus que le talent individuel. L'information est pouvoir. Le réseau d'espionnage d'Hannibal lui donne un avantage stratégique majeur. Aujourd'hui, à l'ère de l'information, cette leçon n'a jamais été aussi pertinente. Ceux qui comprennent et exploitent l'information dominent. La surprise reste l'arme ultime. Même face à une force supérieure, la surprise peut inverser le rapport de force. Trasimène le démontre de façon éclatante. Ce principe s'applique en affaires, en innovation, en créativité. Faire ce que personne n'attend crée des opportunités uniques. Enfin, Trasimène nous rappelle que les batailles ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille. Elles se gagnent dans la préparation, dans la psychologie, dans la manipulation des perceptions. Hannibal gagne avant même que le premier coup soit porté, parce qu'il a créé les conditions de sa victoire. Le 24 juin 217 avant notre ère, au bord d'un lac de l'Étrurie, 40 000 hommes sont morts ou ont été capturés en 3 heures. Une armée romaine a cessé d'exister. Un consul est tombé, la tête tranchée par un guerrier gaulois vengeur. Rome a tremblé de peur pendant des jours, certaine que sa fin était proche. Tout cela parce qu'un homme de 29 ans, venu d'Afrique du Nord, a compris comment utiliser un défilé, un lac, des collines boisées et du brouillard pour créer le piège parfait. Parce qu'il a su lire dans l'âme d'un adversaire orgueilleux et l'attirer exactement où il le voulait. L'embuscade du lac Trasimène n'est pas la plus célèbre des victoires d'Hannibal. Cannes, 1 an plus tard, avec ses 70 000 morts romains, éclipse Trasimène dans la mémoire populaire. Mais pour les connaisseurs, pour ceux qui étudient l'art de la guerre, Trasimène représente quelque chose d'unique. La perfection tactique. Hannibal n'a pas gagné la guerre contre Rome. Il n'a jamais pris la ville éternelle.
Il est mort en exil, vaincu, contraint au suicide pour échapper à la capture. Rome a survécu, a prospéré, a conquis le monde méditerranéen et au-delà. Mais le nom d'Hannibal Barca résonne encore aujourd'hui, 2200 ans après sa mort. Son génie tactique est reconnu par tous les grands capitaines de l'histoire. Ses batailles sont étudiées dans toutes les académies militaires. Son audace, sa créativité, son intelligence stratégique continuent d'inspirer. Au lac Trasimène, en cette matinée brumeuse de 217, il a démontré ce qu'un esprit brillant peut accomplir contre une force supérieure. Il a prouvé que la guerre est un art, pas seulement un affrontement de masse. Il a montré que le véritable champ de bataille est souvent l'esprit de l'adversaire, pas le terrain physique. 15 000 Romains massacrés au réveil. Une embuscade parfaite, le génie à l'état pur. C'était il y a plus de 2 millénaires. Mais les eaux du lac Trasimène se souviennent encore.